Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors aujourd'hui un épisode très spécial. C'est l'épisode des 1 an. What else? L'objectif aujourd'hui c'est de faire le point, de faire le tour du portefeuille et je vais commenter chaque action de façon un peu succincte avec l'objectif d'arbitrer. C'est-à-dire que je vais choisir ou non de garder telle ou telle action, Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. telle ou telle valeur, avec l'objectif de réduire le nombre de positions que j'ai pour pouvoir augmenter mes tailles de position, parce que je pense que concentrer un petit peu plus le portefeuille, là actuellement j'ai à peu près 40 positions, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Et chaque jour j'ai de nouvelles idées d'investissement, alors c'est affreux parce que à chaque fois je me dis ah mais ça serait super et malheureusement les liquidités ne sont pas infinies. Et on commence par l'ETF iShares Copper Miners UCTS. Donc c'est un ETF qui est positionné sur les entreprises minières mais qui produisent du cuivre. Donc les plus connus, Glencore, Rio Tinto, etc. Pour le coup, c'est un ETF que j'ai acheté à l'issue des recherches que j'ai fait sur cette tendance. Et franchement, je suis très content. Ça a été un bon investissement. Je crois qu'au plus haut, c'est monté à plus 30%. C'est une valeur que j'aurais bien aimé voir un peu plus corrigée, I am grateful to you. pouvoir renforcer encore et augmenter ma taille de position. Mais c'est ce qui devrait arriver. À partir du moment où je vais supprimer des valeurs, je vais avoir du cash qui va se libérer, je vais pouvoir augmenter mes positions. Et le iShares Copper Miner, c'est une des positions sur lesquelles je crois. Je pense que la hausse n'est pas finie. Sur les 5 prochaines années, on va voir une hausse qui va être très importante. Et donc, pour moi, c'est important d'augmenter ma taille de position pour profiter de cette future hausse. Il y a encore un potentiel qui est assez important. Donc, Alibaba, valeur un peu iconique pour moi. J'ai fait 3 vidéos sur Alibaba et j'en ferai probablement d'autres. C'est une valeur que j'aime bien, c'est une valeur qui est intéressante à suivre. Et pour le coup, la valeur s'est fait massacrer. À un moment, on était à peu près à 5 fois les free cash flow. Pour vous dire où est-ce qu'on en était, c'était limite, il y avait plus de valeur d'entreprise globale que de capitalisation boursière. Bon, bref, on était au fond du trou. La valeur se reprend un petit peu. Je vous cache pas que j'ai continué d'acheter du Alibaba et bien m'en a pris. Là, je suis en plus-value d'à peu près 10%. Alors aujourd'hui, effectivement, on va pas se plaindre. Il y a eu l'annonce de Jérôme Powell qui valide le futur pivot en septembre. Donc forcément, les marchés ont énormément apprécié et Alibaba a pris 3% aujourd'hui. Alors là, il est 19h36, donc on est encore loin de la clôture aux États-Unis parce que on est sur l'ADR. Donc Alibaba a annoncé qu'il serait en double cotation primaire, donc à Hong Kong et à New York, ce qui permettra à Alibaba de proposer son titre à Shanghai et à Shenzhen via la connexion depuis le Hong Kong Stock Exchange. Et ça devrait, selon Morgan Stanley, rapporter 12 milliards de dollars en 6 mois, soit une hausse de 7% du capital total, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle sur cette opération. Le seul point négatif, c'est que pour Alibaba, ils ont choisi de rester sur la structure de VIE, et donc même s'ils deviennent listés de façon primaire à Hong Kong, ils garderont le VIE comme structure. Donc après, chacun a une appétence au risque qui est différente, et donc pour certains, le VIE, c'est un red flag complet, et pour certains, c'est un risque qui est acceptable, et donc après, chacun voit midi à sa porte. Ils ont publié des résultats qui étaient assez faible sur ce mois d'août. Le marché a plutôt bien répondu, c'est-à-dire que là, on est arrivé au point où les gens se disent, bon, les nouvelles sont mauvaises, mais c'est déjà tellement pricé dans le cours que au final, ça devient une bonne nouvelle. Et là, du coup, Alibaba, vis-à-vis de son changement de stratégie, vis-à-vis de ses mutations, du fait qu'il se débarrasse d'actifs qui soient peut-être un peu moins performants et qui se recentrent sur des métiers, sur ses cœurs de métier. Voilà, on va avoir probablement une baisse du chiffre d'affaires, on va probablement avoir une baisse de l'EBITDA, mais on va réallouer et on va se repositionner de manière stratégique. Et je pense que c'est vraiment le bon move pour Alibaba. On peut être vraiment optimiste. Je pense aussi que le changement de gouvernance a fait beaucoup de bien à l'entreprise. Le fait que Joe Tsai et Eddie Wu aient pris les rênes, c'est pas mal. Le retour de Jack Ma aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, qui est en train de lancer une dynamique qui, ma foi, est plutôt sympathique. Vous savez que globalement, sur la Chine, je suis plutôt bullish pour énormément de raisons
et je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai fait sur la Chine. Ma thèse d'investissement n'a pas changé plus que ça. Je pense qu'on peut rajouter le fait que là, ils ont déjà commencé à changer les délais de départ à la retraite sur une base du volontariat. Donc on sent vraiment qu'ils sont en train d'adresser le problème de la démographie pour essayer d'un petit peu mitiger ce problème-là. Alors, Rockwell Automation. Rockwell Automation, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est une entreprise qui est très, très exposée au marché américain. Ça fait à peu près 60% de son chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui avait eu une très très belle performance par le passé. Globalement, sur les 5 dernières années, on a une entreprise qui a battu le S&P 500 de façon très très régulière. Et puis cette année, ça a été très compliqué pour la valeur. On a eu des publications de résultats qui ont été assez faibles, mais étant donné qu'on a une entreprise qui est très très corrélée à l'industrie en général aux États-Unis. Et en plus, effectivement, ce narratif sur les taux d'intérêt qui n'en finissent pas de jamais baisser a vraiment impacté Rockwell Automation, étant donné que forcément, vous êtes une entreprise, vous avez des gros capex, vous avez de la robotisation, de l'automatisation pour votre outil de production. Vous allez donc devoir vous endetter. Si vous savez que les taux vont baisser dans 6 mois ou dans un an, vous n'allez pas faire vos capex là aujourd'hui tout de suite. Vous allez forcément les repousser à des dates ultérieures. De la même manière, le marché de l'immobilier, là, on sait que les taux vont baisser. Vous n'allez pas emprunter aujourd'hui pour acheter une maison alors que vous savez que dans 2 mois, les taux ils vont baisser. Dans 6 mois, les taux auront peut-être perdu 0,75 points. Rockwell a quand même plutôt bien rebondi suite à l'annonce de Jérôme Powell aujourd'hui. 3 choses rapides. La première, c'est le management. On a un management qui est ultra compétent. Deuxième chose, on a une entreprise qui a un produit et qui marge de façon assez importante et qui est en train de switcher sur un modèle économique où elle a des revenus qui sont de plus en plus récurrents, et ça c'est tout ce qu'on aime. Et troisièmement, on a une entreprise qui va bénéficier de la baisse de taux. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Et donc je pense que les baisses de taux de fin d'année là vont être un catalyseur aux États-Unis pour de grosses dépenses, et on devrait avoir un Q1 2025 qui sera exceptionnel. Vers l'infini. DNO ASA. Alors DNO ASA, c'est vraiment une des entreprises sur lesquelles je suis positionné qui sont de grosse satisfaction. Alors pour le coup, j'ai une belle plus-value sur la valeur. Je crois que j'ai passé les 25% à peu près. Plus si on compte les 7% de dividendes, voilà, on est bon. Le compte est bon. C'est pas mal. Manquerait plus que la couronne norvégienne s'apprécie et là, ça serait le jackpot. Mais en tout cas, on a vraiment une entreprise qui est managée dans le bon sens. Les publications de résultats sont toujours un plaisir à lire, donc vraiment c'est très très bien fait, très détaillé. On comprend bien ce qui se passe et c'est une pétrolière qui est vraiment très très bien gérée. Le seul point noir effectivement, c'est qu'elle a des points d'exploitation qui sont au Yémen et des points d'exploitation qui sont au Kurdistan irakien. Mais pour le coup, miracle, ça a l'air de plutôt bien se passer. Le problème du pipeline en Turquie qui a été fermé et qui a impacté la production au Kurdistan a l'air d'être réglé. Donc pour l'instant, tout est au vert pour DNO. Une valeur qui génère du dividende, de bons chiffres. Il y a encore énormément de marge de progression pour cette valeur. Donc pour le coup, vraiment super content de cette valeur. Et en plus, le fait qu'elle se recentre sur la mer du Nord, c'est tout bénef. Alors Valeo, c'est une des valeurs qui a été la plus dure pour moi à acheter, à détenir et à renforcer. Alors j'ai continué à renforcer la valeur. Ça a été un sacré roller coaster avec Valeo. Et d'ailleurs plutôt une grande chute. C'est un vrai couteau qui tombe. Alors après, chacun dise, il faut surtout pas acheter un couteau qui tombe. Moi je me suis investi sur Valeo. C'est une valeur que j'aime bien. Très 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 décotée. Elle était shortée à mort. Donc, elle a pris vraiment très très cher cette valeur. Il semblerait que le plus dur soit derrière eux. Ils ont des résultats somme toute qui montrent une certaine résilience. Et pour moi Valeo, c'est le leader mondial du lidar. Alors le lidar, c'est les capteurs à base de laser et c'est des produits qui sont d'une part d'un point de vue technologique protégés, brevetés, donc chez Valeo c'est une richesse, et d'autre part c'est vraiment le futur pour tout ce qui est capteur, conduite assistée, et c'est une vraie méga tendance. Les robots taxis, la conduite assistée, ils ont vraiment une gamme de produits qui s'intègrent parfaitement sur les futures évolutions de la voiture
qu'elles soient thermiques ou électriques, ils sont très très bien positionnés. Donc j'ai aucun doute sur le fait que l'entreprise va continuer à rebondir. Elle est très très bien positionnée avec les constructeurs asiatiques. Elle est très bien positionnée aussi avec les constructeurs européens. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et là, pour le coup, on a une valeur qui a été massacrée, mais vraiment massacrée. Il sera forcément temps pour les gens qui font du trend following de revenir sur cette valeur quand ça va repartir pleine balle. En parlant de partir pleine balle, Yes! alors l'or, 1,21% aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a fait 2516 dollars l'once. Pour ceux qui veulent savoir mes thèses d'investissement sur l'or, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie il y a peu de temps. D'ores et déjà, je suis investi sur Newmont et sur Barrick Gold et j'en suis très heureux. Je commence à avoir des plus-values qui sont quand même assez sympathiques. Donc forcément, pour moi, l'or, voilà, c'est une des valeurs que je suis particulièrement. Alors, bon duel, les légumes, les boîtes de conserve et le surgelé. L'entreprise, pour moi, c'est vraiment une belle entreprise, une entreprise française, familiale. Elle coche toutes les cases. Elle a une image de marque qui est quand même plutôt sympathique. Elle a une cote de popularité sur ses marques qui est quand même assez forte, hein. On mise sur un retournement de situation. Pour moi, c'est vraiment une des valeurs sur lesquelles c'est pareil, tout comme Valeo, hein, j'ai beaucoup souffert, hein, l'entreprise a perdu énormément de valeur en 5 ans. Bon, sincèrement, en duel, là, il faut attendre, il faut serrer les dents et tenir la position. Alors effectivement, par exemple, cette année, on aura probablement une mauvaise récolte et ça peut impacter Bonduel de façon encore négative. Donc c'est possible que cette année, ce soit encore compliqué. Mais en tout cas, je pense que Bonduel, sans faire de jeu de mots, est assez mûr pour retourner sa situation et pour redéployer des résultats qui seront meilleurs, des marges qui seront meilleures. Alors en revanche, concernant Bonduel, ce qui est sûr, c'est que on coupe ses perdants. Et par ailleurs, si ça continue de baisser et que on a des publications de résultats qui sont plus mauvaises les unes que les autres, il faudra effectivement à un moment couper la position pour éviter de tout perdre. Mais pour l'instant, je compte conserver la valeur et je crois fortement à un retournement. Alors en parlant de retournement, l'immobilier d'entreprise s'est plutôt bien retourné, hein, cette année. Et puis c'est plus bas de novembre, Rich Income a repris 20 dollars, hein, donc c'est quand même assez énorme. Et j'en suis quand même plutôt content parce qu'étant actionnaire de Rich Income, ça fait du bien. D'autant que la valeur a versé son dividende mensuel, hein, de façon aussi régulière qu'un métronome. En revanche, moi je reste persuadé que l'immobilier n'a pas fini de souffrir, même si la baisse des taux arrive et que le pivot de la Fed arrive. Je pense que les mauvaises nouvelles n'ont pas fini d'infuser. Et le temps que les baisses de taux fassent effet, on aura encore de mauvais moments à passer. Et pour moi, l'immobilier, il y a encore trop de risques parce que c'est des entreprises qui ont énormément de leviers. Donc, j'aime pas trop ça. Je préfère attendre un petit peu, voir comment ça se passe. Pour moi, l'immobilier aux États-Unis, ça reste quelque chose qui peut être compliqué. Je pense que les habitudes de consommation ont été durablement impactées par le Covid. Je pense que la dématérialisation a fait beaucoup de mal à tout ce qui est emplacement physique. Donc, de mon point de vue, il va falloir attendre un petit peu. Je pense que je vais sortir de Realty Income pour réduire mon nombre de positions. Alors, mon petit ETF Chine, qui se porte pas trop mal. C'est un ETF qui regroupe les 50 plus grosses valeurs chinoises cotées à Shanghai et c'est les 50 plus grosses large cap de Chine. Ça me permet, pour moi, c'est un peu mon petit thermomètre, au même titre que le Hang Seng Index que je check quasiment tous les jours. Ça permet de jeter un coup d'œil et de voir un petit peu quelle est la tendance au niveau de la Chine. Alors on a vu qu'il y avait vraiment ce presque retournement mi-mai, puis depuis ça a l'air de corriger, puis là ça a l'air de repartir. On va voir comment ça se goupille sur le mois de septembre-octobre, mais en tout cas le pivot de la Fed, le fait que la consommation en général aux États-Unis continue, qu'on n'ait pas de récession, qu'on arrive sur un scénario Goldilocks, ça peut être tout bénef pour la Chine. Alors Total Energy, valeur de fonds de portefeuille par excellence. Moi je suis actionnaire et malheureusement à mon goût j'ai trop peu de Total Energy. J'aimerais vraiment en avoir beaucoup plus. Mais malheureusement, je ne trouve pas de moment avec des points d'entrée sympathiques. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'elle redescende entre 50 et 40. Là, ça serait magnifique pour avoir des points d'entrée sympathiques. Mais là, j'ai peur que pour l'instant, on soit parti sur une montée infinie pour Total Energy. Je sais pas.
Bien sûr, on garde, hein, Total Energy, le dividende magnifique, l'entreprise magnifique, du fonds de portefeuille, de la stabilité, du pétrole, donc forcément ça, c'est mon, amortisseur de crise. Alors Keyence Corp, l'entreprise elle est, juste magique, hein, c'est un truc, de malade. C'est une entreprise qui a commencé, avec des capteurs, des lecteurs de code barre, et qui ensuite s'est spécialisée dans tout type de capteurs, donc capteurs pour la robotique, capteurs pour, les avions, capteurs pour, tout un tas d'applications, mais notamment, spécifiquement pour la robotique et donc Keyence, c'est vraiment, une boîte, vraiment exceptionnelle, avec une croissance, de malade. En revanche, moi j'essaye de réduire un petit peu. Je pense que c'est une valeur que je vais couper. Je prendrai mes petits bénéfices, avec plaisir. Éventuellement, j'y reviendrai, mais je trouve que la valeur est trop chère là. Le PE est vraiment trop haut pour moi. Il y a trop d'incertitudes sur le yen, il y a trop d'incertitudes pour que, je reste sur la valeur. Ça n'empêche pas, hein, c'est une valeur qu'on va, passer donc, en watchlist, qu'on vendra et qu'on passera en watchlist. Qu'est-ce qu'on va passer en watchlist? On a dit Realty Income aussi. Hop, ça descend en watchlist. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on vendra. Probablement Bon Duel qui passera aussi en watchlist. Alors SoftBank, hop, ça va tout de suite passer en watchlist parce que c'est une valeur que je n'ai pas en portefeuille. C'est une valeur que j'aurais bien aimé acheter parce que c'est une entreprise qui est propriétaire en partie d'actions TikTok. Si vous voulez une façon de vous exposer à TikTok et donc à ByteDance, qui est l'entreprise phare, notamment ils ont aussi du ARM. Ils ont une très 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 grosse part des actions ARM. Donc ils sont très bien positionnés sur les nouvelles technologies. Enfin, c'est vraiment une très très belle boîte d'investissement. Alors, au rayon des entreprises japonaises, Fanuc. Moi, j'aime beaucoup cette entreprise. Alors, d'une part, parce qu'elle est positionnée sur le secteur de la robotique, la robotisation et de l'automatisation. Et ça, pour moi, le secteur, c'est déjà le présent. Mais à l'avenir, un secteur qui répond à énormément de problématiques, notamment le vieillissement de la population. Pour moi, la robotique, c'est la méga trend pour encore 20 ans, 30 ans. Ça sera forcément une entreprise sur laquelle il faudra compter. Par ailleurs, c'est une entreprise qui est très saine, qui a énormément de trésorerie et qui a une culture d'entreprise familiale qui est très très particulière. Donc j'aime beaucoup Fanuc. Elle va souffrir, je pense, de la hausse du yen parce que c'est une entreprise qui a une politique de production à 100% au Japon. Donc forcément, si le yen remonte, elle en pâtira forcément. Donc je reste mitigé. Je pense que dans la logique, je devrais fermer cette position et repasser en cash en attendant des jours meilleurs. Je prendrai ma petite plus-value sur Fanuc et on attendra des jours meilleurs. Et on va bien sûr la garder précieusement en watchlist. Vous pouvez regarder la vidéo sur Fanuc. C'est une très très belle entreprise. Moi, franchement, je pense que j'y reviendrai probablement et j'essaierai d'y revenir bien sûr à bon compte, hein, fatalement. C'est difficile de fermer des positions, d'autant que j'ai fait une vidéo, hein, sur Fanuc et que j'ai une forte conviction sur la boîte, mais à un moment, il faut que je fasse le tri, quoi. Je suis obligé de faire le tri et j'essaye donc de garder vraiment les valeurs sur lesquelles j'ai le plus de potentiel de gain, en fait, grosso modo. Et Fanuc, bah, c'est un peu moumou, hein, en termes de croissance. En parlant de moumou en termes de croissance, bah, c'est pareil, c'est un peu moumou en termes de croissance. C'est le numéro un quand même du saumon, hein, c'est le numéro un mondial du saumon. À choisir, je pense que je préfère Salmar par rapport à Mowi. Je pense qu'il y a plus de potentiel. Elle est en train d'innover sur des points qui sont vraiment pas mal. Et qui sait, peut-être qu'on aura un retournement, un changement de gouvernement en Norvège qui fera que la taxe saumon saute et que la valeur Salmar puisse revenir et repasser les 700 NOK. Pour Mowi, je pense que c'est pareil. On va la passer en watchlist et on fermera la position, on prendra notre petite plus-value et on reportera probablement les NOK qu'on aura gagnés sur Salmar pour faire grossir la position. Alors, ENN Energy, alors cette valeur, ça a été vraiment une catastrophe pour moi, hein. J'ai perdu je crois que je suis en moins-value d'à peu près 30%. Alors Dieu merci, j'ai pas une position qui est énorme. Pour moi, le gaz, hein, c'est quand même un produit de consommation en Chine qui va continuer d'augmenter. On a vu les projections là sur le dernier rapport de résultats de GTT sur la Chine avec une consommation là en Chine qui part en courbe exponentielle. Et donc, à mon petit niveau, je me dis que le gaz en Chine, ça va continuer. Et ENN Energy, c'est une des entreprises qui est plutôt bien placée pour en profiter. C'est un distributeur de gaz en Chine. Ils publient leurs résultats aujourd'hui, donc aujourd'hui 23 août. Voilà, moi je vais me pencher sur les résultats
On va essayer de regarder un petit peu où on en est, quelles sont les perspectives sur cette entreprise. Et là, on fera un arbitrage. Alors, est-ce qu'on va renforcer très fort pour bien se positionner sur la valeur, parce que j'ai une toute petite position et qu'au final, même si je suis en méga moins-value, si je me positionne massivement là à 50, je vais écraser ma moins-value. Mais la vraie question, c'est de se dire, est-ce que à 50, en faisant une analyse construite, posée, intelligente de la valeur, est-ce que j'investis sur cette valeur? J'ai pas d'avis sur la question. Je vais lire la publication de résultats à tête reposée et je vais faire une analyse ce week-end pour savoir un petit peu où j'en suis. A few moments later. Alors, Johnson & Johnson, c'est une des seules valeurs positionnées sur la santé que j'ai. Sincèrement, pour moi, c'est en parlant de valeurs qui sont un peu momolles, c'est Johnson & Johnson, c'est assez mou. En revanche, du fonds de portefeuille, un bon petit dividende, une entreprise solide qui, en plus, d'après ce que j'ai pu lire, se débarrasse progressivement des casseroles juridiques qu'elle avait. Pas mal de produits en phase 2, si je ne dis pas de bêtises, et en phase 3. Donc, des potentiels de bonnes nouvelles qui sont assez importants et pour le coup sur des traitements qui sont des traitements type cancer et tout, pas mal de choses comme ça. Donc pour moi Johnson & Johnson, valeur à conserver, éventuellement à renforcer. Profiter de la force de l'euro face au dollar pour renforcer un peu Johnson & Johnson. Ça peut être un move qui peut être intéressant. Bon, à réfléchir encore une fois, avant de se précipiter, ça vaudra le coup de revoir les résultats, de relire un petit peu les publications et de voir un petit peu où on en est. Alors Baidu, autant vous dire que cette entreprise a pris cher, mais vraiment très très cher. Alors Baidu, c'est le Google chinois. C'est une entreprise, moi, que j'apprécie énormément. Les plus hauts, c'était 300 $ en 2021. On a vivoté entre 160 et là, on est redescendu à 85, 93, sachant que les plus bas niveaux du Covid, c'était 78. Donc, on se rapproche dangereusement des niveaux du Covid. C'est un truc de malade. Même en 2019, l'entreprise valait plus. Enfin bon, bref, c'est un truc de malade. Alors, il s'avère que Baidu, c'est très très peu cher là actuellement. D'ailleurs, Michael Burry a renforcé sa position sur Baidu. D'un point de vue valorisation, l'entreprise est imbattable, hein. Si on prend tous ses assets et qu'on met en face la capitalisation, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode sur Baidu. Là, ils ont sorti leur voiture en joint venture avec Geely. C'est la Geo01. Alors, elle se caractérise par un écran qui est énorme, qui fait tout le tableau de bord. C'est une bagnole qui est semi-intelligente, donc c'est pas mal. Franchement, j'ai regardé des tests de la voiture, c'est assez impressionnant. Donc Baidu, voilà, moi j'ai renforcé dernièrement. Alors j'ai pas été malin, j'ai renforcé avant la publication de résultats. Je me suis dit que de toute façon on était tellement bas que ça irait pas plus bas, ça allait réagir un petit peu comme Alibaba, ça allait rebondir. Non. Pas du tout, la valeur a perdu 5 points. Pour être tout à fait transparent avec vous, je dois avoir un PRU qui doit être aux alentours de 95, 100, un truc comme ça. Faudrait que je regarde, je vous dirai. Mais voilà, je suis en sacrée perte sur Baidu, hein, sincèrement. Mais c'est une grosse position chez moi, bien que avec la baisse du cours, la position est diminuée de façon très très importante au fil du temps. Alors, évolution AB. Évolution AB, alors je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la valeur si vous ne l'avez pas vue. Une entreprise magnifique, une entreprise exceptionnelle, super bien positionnée sur un secteur où elle a une position dominante avec un moat pas possible, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous refaire le pitch. Entreprise de qualité s'il en est, entreprise suédoise, donc qu'on peut acheter en couronne suédoise, elle est éligible au PEA, bon bref. Cette entreprise, elle est magnifique, et actuellement, elle est vraiment, vraiment, vraiment très peu chère. Elle s'est fait massacrer en 6 mois, elle a perdu 21%. Et là, sur les points bas du mois d'août, là, entre 1000 et 900, on était vraiment, vraiment très peu cher. Ça commençait à être une très belle opportunité d'achat. Moi, j'ai renforcé un tout petit peu, mais j'avais déjà tellement renforcé Evolution AB. Mais en tout cas, voilà, le cash, c'est pas illimité malheureusement. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais voilà, Evolution AB est vraiment une super boîte, une super boîte. Là, ça semblait être vraiment une très très belle fenêtre d'opportunité d'achat. Et elle semble quand même plutôt pas chère actuellement encore. Donc voilà. Cette entreprise, de toute façon, ça reste des entreprises de qualité. On peut imaginer que dans 5 ans, l'entreprise aura encore atteint des niveaux assez spectaculaires, tant qu'il y aura des gens qui veulent jouer à des jeux et à faire du casino en ligne et de parier de l'argent.
Alors, la Hang Seng Bank, c'est une banque hongkongaise. Alors, c'est une position que j'aime bien. Ça verse un dividende sympa. J'ai pas de bancaire. J'ai revendu BNP à l'issue de l'élection. Le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Donc malheureusement, je ne suis plus positionné sur BNP. J'ai plus que donc la Hang Seng en bancaire. Je vais la garder par souci de diversification. What the fuck? Alors l'entreprise, comme toutes les entreprises chinoises, dernièrement a pris quand même assez cher. Il faut se dire que c'est la banque numéro 1 à Hong Kong et que on a une croissance du PIB hongkongais qui est quand même plutôt pas mal et qui reste stable. Et donc, à partir du moment où on continue de créer de la valeur sur Hong Kong, on a la Hang Seng Bank qui reste positionnée de façon très avantageuse. En plus, c'est une entreprise qui a été très peu, ou en tout cas qui a très bien géré son risque vis-à-vis de l'immobilier. Alors Danone, c'est une valeur que j'aime beaucoup, une valeur défensive par excellence. Effectivement, de mon point de vue, Danone, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de dépense que vous allez couper. Vous allez pas arrêter de donner du lait à votre enfant parce que votre pouvoir d'achat a baissé. Vous allez commencer par couper les vacances. Vous allez éventuellement commencer à couper votre abonnement Netflix. Vous allez peut-être pas acheter 2 parfums à Noël, vous allez peut-être en acheter un seul. Par contre, des yaourts pour vos enfants, des produits laitiers pour vos enfants, vous allez éventuellement et même probablement continuer d'en acheter. Donc pour moi, c'est des valeurs qui sont très résilientes. Ça n'a pas une croissance de folie, mais c'est des belles boîtes. Et on a un rendement qui est, ma foi, plutôt sympathique. Alors en revanche, pour Danone, moi j'ai coupé ma position suite aux annonces d'enquête anti-dumping en Chine sur les produits laitiers en rétorsion des projets d'impôts sur les voitures électriques par l'Europe. Alors il sera toujours temps de revenir sur la valeur. Pour moi, je pense que la valeur Danone sera forcément impactée dans les mois à venir d'un point de vue boursier. Et effectivement, si c'est possible de éventuellement la ramasser beaucoup plus bas, et ben écoutez, on se fera un plaisir de la ramasser beaucoup plus bas. Mais pour le coup, voilà, c'est une valeur que j'ai vendue, donc qui va repasser en watchlist. Et oui, malheureusement, voilà, il y a des très très belles valeurs qu'on coupe, mais c'est le but du jeu, c'est vraiment de faire de la place, de réduire mon nombre de valeurs et d'avoir des tailles de position un peu plus grosses. Alors, HKEX, Hong Kong Exchange and Clearing, alors j'ai fait une petite vidéo dessus, alors elle date, n'allez pas la voir, elle est vraiment pas géniale, mais en gros, voilà, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui gagne pas mal d'argent, qui a une très belle rentabilité. En revanche, c'est une entreprise qui a énormément souffert. Pourquoi? Parce que c'est la bourse de Hong Kong. Donc, il y a eu énormément d'IPO qui ne se sont pas faites. Il y a énormément d'opérations qui ont été repoussées parce que la conjoncture était vraiment très très mauvaise pour les valeurs chinoises. Et donc, quand vous êtes une entreprise et qu'on vous propose de faire une IPO, vous dites actuellement, personne n'a envie d'aller sur le marché chinois et hongkongais, je vais pas faire d'IPO. Donc tout a été repoussé et au moindre retournement un petit peu solide sur les valeurs chinoises, on aura forcément un retour sur les valeurs hongkongaises et chinoises avec beaucoup plus d'IPO, beaucoup plus d'activité et une certaine frénésie d'achat et de vente qui devrait bénéficier à HKX, d'autant que l'entreprise est très bien gérée, elle fait des marges de malade, elle se diversifie, elle a réduit ses coûts, elle a fait en sorte d'être assez résiliente. Donc, elle a une publication dernièrement qui a été pas si mauvaise que ça. Sincèrement, pour moi, HKEX, c'est une entreprise, c'est une valeur que je vais renforcer à l'avenir parce que c'est une boîte qui est vraiment top et qui, ma foi, est très très peu chère actuellement. Alors, Salmar, je vous invite à regarder ma vidéo sur le saumon norvégien. N'hésitez pas, ce producteur de saumon norvégien qui vraiment est une très très belle entreprise et que j'ai appris à apprécier. Alors, on voit ici, et je l'ai déjà commenté, mais qu'on a la méga chute suite à l'annonce de la taxation exceptionnelle par le gouvernement norvégien sur le saumon, et notamment sur les fermes dans les fjords. Et ensuite, vous avez la remontada de la valeur Salmar jusqu'au point de 715 en mars 2024 où on bat l'avant-chute. Donc on a rattrapé cette chute causée par cet impôt exceptionnel, enfin cet impôt qui a été rajouté dans les pattes des producteurs de saumon norvégiens. Et ensuite, on a une
très très grosse correction, mais bon, vous avez eu une remontée qui a été assez exceptionnelle, hein. Et là, on commence à construire sur cette base entre 500 et 650. Je ne suis pas alarmé par les derniers résultats de Salmar, bien qu'ils n'ont pas été bien reçus par le marché. Vous avez quand même une chute là sur 5 jours de 8% suite à la publication des résultats, sachant qu'on a des résultats qui ont été impactés par plusieurs facteurs. Le mauvais climat dans le nord de la Norvège, donc qui a impacté les fermes qui sont positionnées à cet endroit-là. Vous avez eu un impact biologique en Islande qui a été très très mauvais pour les fermes là-bas. Et par contre, l'Écosse qui est en train de revenir à un point très très acceptable. Donc, pour le coup, au niveau de Salmar, on n'a pas que des mauvaises nouvelles. Et pour le coup, ce sont des mauvaises nouvelles qui sont que ponctuelles sur la production de saumon. C'est pas intrinsèque, en fait, c'est juste des événements climatiques et des événements biologiques qui peuvent se contrer et qui peuvent se régler à l'avenir. Et par ailleurs, moi, je crois énormément sur leurs innovations en termes de fermes d'élevage de saumon, qui sont vraiment très très optimisées, hein, que ce soit les fermes en plein océan, les fermes en forme de donuts là fermées. Il y a énormément d'innovations qui sont en cours. C'est des modes de production qui vont se développer à l'avenir et qui ont énormément d'avantages dans la production de saumon. Et bien sûr, comme je l'ai dit, hein, ma position Mowi va sûrement se switcher sur la position Salmar pour un petit peu concentrer mes positions. Et d'ailleurs, du coup, je suis content que ça ait un petit peu perdu, comme ça, je vais pouvoir renforcer et profiter de cette baisse-là. Alors, Jardine et Matheson. Jardine Matheson, putain, c'est une valeur... Elle a pris vraiment très très cher, hein. Elle a pris cher. C'est impressionnant. Alors, il y a un bon rendement. C'est une valeur qui est positionnée sur le sud-est asiatique. C'est vraiment une bonne valeur cotée au Singapore Exchange. En revanche, il s'avère que j'ai perdu pas mal hein, sur cette valeur. Je pense que j'ai dû rentrer par là, donc autant vous dire que j'ai perdu un bon 20% hein, sur ma mise de départ. Sincèrement, j'ai pas mis beaucoup. Heureusement, je pense que je vais réallouer pour. Ça fait partie des valeurs que je vais couper mes pertes et puis je vais réallouer mon capital ailleurs parce que j'ai l'impression que la remontada, elle est pas pour bientôt. Et vu que je veux resserrer mon nombre de lignes, autant virer les gros losers. J'en ai gardé déjà pas mal. Entre Valeo et Bonduel, je peux dire que bon, voilà quoi. Valeo, Bonduel, ENN Energy, ça fait déjà des bons losers. Si on rajoute Baidu, ça fait quand même pas mal. Donc, Jardine Matheson, ça va dégager et ça va me libérer du cash pour aller me positionner ailleurs. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.